Il y avait dans la nature de Damien Valmont quelque chose d'austère, de fermé, qui décourageait toute familiarité. Cet homme de 42 ans, dont la fortune se chiffrait en centaines de millions, vivait dans une solitude qu'il avait lui-même forgée, pierre par pierre, année après année, jusqu'à ce qu'elle devienne une forteresse impénétrable. 9 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait connu le contact d'une femme, 9 années depuis que son cœur avait cessé de battre pour autre chose que les chiffres alignés dans les bilans financiers de son empire. Son bureau occupait le dernier étage d'une tour de verre et d'acier qui dominait Paris comme un phare austère. Les murs étaient nus, à l'exception d'une toile abstraite dont les teintes grises évoquèrent la tempête contenue. Rien dans cet espace n'invitait à la chaleur humaine. Tout y respirait l'efficacité glaciale, le contrôle absolu. C'était là que Damien régnait sur ses affaires avec une précision qui forçait l'admiration autant qu'elle inspirait la crainte. Les employés qui traversaient les couloirs de Valmont Industries parlaient de leur patron à voix basse avec ce mélange de respect et d'appréhension qu'on réserve aux forces de la nature. On racontait qu'il ne souriait jamais, qu'il pouvait déceler une erreur dans un rapport de 300 pages en moins d'1 heure, qu'il travaillait jusqu'à minuit passé et arrivait avant l'aube. Certains murmuraient qu'il dormait dans son bureau, d'autres qu'il ne dormait pas du tout. Personne ne connaissait sa vie privée, personne n'osait demander. La vérité était à la fois plus simple et plus compliquée. Damien s'était retiré du monde après une trahison qui avait failli détruire tout ce qu'il avait bâti. Une femme qu'il avait aimée, ou du moins qu'il avait cru aimer dans sa jeunesse arrogante, avait vendu les secrets de son entreprise à ses concurrents. L'affaire avait coûté des millions, mais surtout elle avait coûté à Damien quelque chose de plus précieux encore, sa capacité à faire confiance. Depuis lors, il avait érigé autour de lui des murs plus hauts que ceux de sa tour, des murs invisibles mais infranchissables. C'était un mardi de septembre, un de ces jours où l'automne hésite encore à chasser l'été, que Mathilde Béranger entra dans sa vie. Elle ne frappa pas à la porte de son bureau avec l'hésitation qu'il avait l'habitude d'inspirer. Elle n'attendit pas qu'il lève les yeux de ses documents pour annoncer sa présence. Elle entra simplement, portant une boîte d'archives qu'elle déposa sur la table de réunion avec un léger bruit sourd, puis elle se tourna vers lui avec un regard direct, presque audacieux. « Monsieur Valmont, je suis Mathilde Béranger, votre nouvelle assistante de direction. » Il avait levé les yeux, prêt à la congédier d'un mot sec, comme il l'avait fait avec tant d'autres avant elle. Les assistantes ne duraient jamais longtemps à son service. Elles abandonnaient, incapables de supporter ses exigences impossibles, son silence pesant, son regard qui semblait peser les âmes comme on pèse l'or. Mais quelque chose dans l'attitude de cette femme l'arrêta. Elle était grande, mince, vêtue d'un tailleur gris anthracite qui aurait pu paraître sévère sur n'importe qui d'autre mais qui, sur elle, suggérait une élégance naturelle. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon strict qui dégageait un visage aux traits fins, presque aristocratique, mais c'étaient ses yeux qui retenaient l'attention, des yeux gris-vert qui ne sillaient pas, qui soutenaient son regard avec une tranquillité déconcertante. « Je n'ai pas demandé de nouvelle assistante, » dit-il enfin, sa voix aussi tranchante que le cristal brisé. « Je sais, c'est Madame Levasseur qui m'a recruté. Elle m'a informé que vous aviez renvoyé 4 assistantes en 6 mois. Elle pensait qu'il était temps que quelqu'un d'un peu plus résistant prenne le poste. » L'audace de cette réponse aurait dû le mettre en colère. Au lieu de cela, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une curiosité piquée. Madame Levasseur, sa directrice des ressources humaines, était une femme perspicace, qui ne prenait jamais de décision à la légère. Si elle avait choisi cette Mathilde Béranger, c'est qu'elle avait vu en elle quelque chose d'inhabituel. « Résistant », répéta-t-il avec une pointe d'ironie. « C'est ainsi que vous vous décrivez ? C'est ainsi que mes précédents employeurs m'ont décrite. J'ai travaillé 7 ans pour le PDG de Mercier & Associés avant qu'il ne prenne sa retraite. On m'a dit que vous étiez difficile. Je ne cherche pas la facilité, monsieur Valmont. Je cherche un défi. » Il y avait dans sa façon de parler une franchise qui désarmait. Pas d'obséquiosité, pas de flatterie calculée, juste une exposition claire des faits. Damien se renfonça dans son fauteuil de cuir, les doigts joints sous son menton, l'observant avec cette intensité qui faisait habituellement baisser les yeux. Mais elle ne baissa pas les yeux. « Très bien, mademoiselle Béranger. Vous commencez aujourd'hui. Mon agenda est sur le serveur partagé. Mot de passe Dev Industries 2025. Je veux un résumé de mes rendez-vous de la semaine sur mon bureau dans 20 minutes, avec vos recommandations sur ceux qui peuvent être délégués ou reportés. Vous trouverez également un dossier marqué urgent concernant l'acquisition de Lenoir Technology. »
Il me faut une analyse complète avant 17 heures. Des questions? Aucune. Elle sortit sans un mot de plus, fermant la porte derrière elle avec une douceur qui contrastait avec l'assurance de ses paroles. Damien resta immobile un instant, troublé par cette rencontre d'une manière qu'il ne parvenait pas à définir. Ce n'était pas son apparence, bien qu'elle fût certainement séduisante dans cette beauté discrète qui ne cherche pas à attirer l'attention. Ce n'était pas non plus son audace, bien que celle-ci fût rafraîchissante. C'était quelque chose de plus subtil, une qualité qu'il ne pouvait nommer. 18 minutes plus tard, elle était de retour. Le document qu'elle déposa devant lui était remarquable de précision. Non seulement elle avait synthétisé son emploi du temps avec clarté, mais elle avait également identifié 3 réunions qui pouvaient effectivement être déléguées à ses directeurs, avec des arguments concis pour justifier chaque décision. Plus impressionnant encore, elle avait repéré un conflit d'horaires qu'il n'avait pas lui-même remarqué et proposé une solution. Il leva les yeux vers elle. Elle attendait, debout devant son bureau, les mains jointes devant elle, la posture parfaitement droite sans être rigide. « Vous avez de l'expérience dans la finance ? J'ai une maîtrise en gestion financière de HEC. J'ai travaillé 2 ans en analyse avant de devenir assistante de direction. Cela expliquait beaucoup. Elle n'était pas simplement une assistante capable de gérer un agenda, elle comprenait véritablement les enjeux du monde dans lequel il évoluait. C'était une découverte aussi rare que précieuse. Les jours suivants révélèrent l'étendue de ses compétences. Mathilde semblait anticiper ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Elle gérait les crises avec un calme olympien, filtrait les importuns avec une diplomatie ferme et produisait des analyses d'une qualité qu'il n'aurait attendue que de ses cadres supérieurs. Plus remarquable encore, elle ne cherchait jamais son approbation avec l'empressement servile qu'il détestait tant chez les autres. Elle faisait son travail avec une excellence tranquille, puis passait à la tâche suivante. Mais ce qui dérangeait Damien, ce qui commençait à fissurer le mur qu'il avait si soigneusement construit, c'était la façon dont elle le regardait, pas avec crainte, pas avec admiration, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, comme si elle percevait derrière la façade de glace l'homme qu'il avait été autrefois, comme si elle voyait la solitude qu'il portait comme une armure. Un soir, alors que la nuit était tombée depuis longtemps sur Paris et que les lumières de la tour brillaient comme un îlot dans l'obscurité, il la trouva encore à son bureau dans l'antichambre de son bureau. Elle travaillait sur le rapport trimestriel, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, une mèche de cheveux échappée de son chignon encadrant son visage. « Il est 22 heures, dit-il depuis le seuil de sa porte. Elle leva les yeux, surprise de le voir là. Habituellement, il sortait de son bureau et disparaissait dans l'ascenseur privé sans un mot. « Je termine juste la section sur les investissements internationaux. Il y a des chiffres qui ne correspondent pas et je veux comprendre pourquoi avant demain. Cela peut attendre demain matin. Comme vous voudrez, monsieur Valmont. » Elle commença à ranger ses affaires avec des gestes mesurés. Damien ne bougeait pas, observant cette scène qui avait quelque chose d'étrangement intime. Dans la lumière tamisée du bureau, avec ses cheveux légèrement défaits et la fatigue qui adoucissait ses traits, Mathilde paraissait différente, plus accessible, plus humaine. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu travailler ici ?» La question avait échappé à Damien avant qu'il ne puisse la retenir. Elle s'arrêta, son manteau à moitié enfilé, et le regarda avec cette franchise qui lui était propre. « Parce que j'ai besoin d'un travail qui m'absorbe complètement. Parce que j'ai besoin de ne penser à rien d'autre qu'aux chiffres et aux stratégies. Parce que, parfois, le travail est la seule chose qui empêche de trop réfléchir. » Il y avait dans ces mots un écho de sa propre vérité. Pour la première fois depuis des années, Damien se retrouva face à quelqu'un qui comprenait ce que signifiait se noyer dans le travail pour ne pas avoir à affronter les démons du passé. « Vous fuyez quelque chose ?» dit-il, et ce n'était pas une question. « Nous fuyons tous quelque chose, monsieur Valmont. La question est de savoir vers quoi nous courons. » Elle acheva de boutonner son manteau et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, mademoiselle Béranger. » Lorsqu'elle fut partie, Damien retourna dans son bureau et resta longtemps devant la baie vitrée qui donnait sur la ville. Paris s'étendait à ses pieds, scintillant de 1000 feux, indifférent aux troubles qui commençaient à agiter son cœur trop longtemps resté immobile. Les semaines s'écoulèrent avec la régularité d'un métronome, chaque jour semblable au précédent dans sa structure, mais subtilement différent dans son essence. Damien Valmont découvrait qu'il attendait ces matins où Mathilde entrait dans son bureau avec le café qu'elle préparait elle-même, un espresso serré comme il l'aimait, accompagné du résumé des nouvelles financières qu'elle jugeait pertinentes. Elle ne faisait jamais de conversation inutile,
ne posait jamais de questions personnelles, mais sa présence avait commencé à transformer imperceptiblement l'atmosphère du bureau. Il y avait dans ses gestes une grâce naturelle qui attirait l'œil malgré lui. La façon dont elle tournait les pages d'un rapport, dont elle repoussait cette mèche rebelle derrière son oreille, quand elle se concentrait, dont elle marchait dans les couloirs avec cette assurance tranquille qui faisait se retourner les hommes sans qu'elle y prête la moindre attention. Damien se surprenait à observer ces détails avec une acuité troublante, lui qui n'avait plus regardé une femme avec intérêt depuis si longtemps, qu'il avait cru cette partie de lui-même définitivement éteinte. Un matin de novembre, alors que la pluie fouettait les baies vitrées et noyait Paris dans une brume grise, Mathilde entra dans son bureau avec une expression inhabituelle. Il y avait dans ses yeux une lueur qu'il n'avait jamais vue, quelque chose qui ressemblait à de la colère contenue. « Monsieur Valmont, nous avons un problème avec le dossier Mercier. » Il leva les yeux de son écran, immédiatement alerte. Le dossier Mercier représentait une acquisition majeure, des mois de négociations délicates. Quel genre de problème? Votre directeur financier, Monsieur Durand, a modifié certains chiffres dans la proposition finale sans vous en informer. J'ai découvert les originaux en classant les archives. Les écarts sont significatifs. Elle déposa devant lui 2 versions du document, ses doigts pointant les différences avec précision. Damien parcourut les pages, sentant la colère monter en lui comme une vague froide. Les modifications étaient subtiles mais cruciales, suffisantes pour rendre l'acquisition beaucoup plus risquée qu'il ne l'avait calculée. Comment avez-vous trouvé cela? J'ai remarqué une incohérence dans les projections de flux de trésorerie. Quelque chose ne correspondait pas aux données du marché que j'avais analysées. J'ai creusé. Il y avait dans sa voix une note de triomphe discret, la satisfaction d'avoir décelé une fraude que personne d'autre n'avait vue. Damien se leva brusquement, faisant rouler son fauteuil en arrière. Convoquez Durand, immédiatement, et demandez à la sécurité de sceller son bureau. C'est déjà fait, monsieur. Il s'arrêta, surpris par son efficacité. Elle avait anticipé sa réaction, pris les mesures nécessaires avant même de l'informer. Cette initiative aurait pu être perçue comme de l'arrogance, mais dans ce cas précis, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Bien, très bien. La confrontation avec Durand fut brève et brutale. L'homme nia d'abord, puis tenta de minimiser, puis finalement s'effondra en avouant qu'il avait été approché par un concurrent qui lui avait promis une fortune pour saboter l'acquisition. Damien le congédia sur le champ, avec la menace de poursuite judiciaire. Lorsque Durand sortit du bureau escorté par la sécurité, Mathilde était toujours là, droite et calme, témoin silencieux de la scène. « Vous m'avez sauvé d'une catastrophe financière », dit Damien lorsqu'ils furent seuls. « Cette acquisition aurait pu ruiner l'entreprise. » « Je faisais mon travail, monsieur. »« Non, vous avez fait bien plus que votre travail. » Il s'approcha d'elle, plus près qu'il ne l'avait jamais fait, assez près pour sentir le parfum subtil qu'elle portait, quelque chose de floral et de discret. Pour la première fois, il vit une émotion traverser son visage, habituellement composé. Ses joues se colorèrent légèrement, et elle baissa les yeux un instant avant de les relever pour soutenir son regard. « Je ne voulais pas que vous soyez trahi à nouveau, » dit-elle doucement, et ses mots tombèrent entre eux comme une pierre dans l'eau calme. « Comment savez-vous que j'ai été trahi? Tout le monde le sait, monsieur Valmont. C'est dans les archives de l'entreprise, dans les articles de presse d'il y a 9 ans. Mais ce n'est pas pour cela que je le sais. Je le sais parce que je vois comment vous vivez, comme quelqu'un qui a construit une forteresse autour de lui et qui a jeté la clé. » La franchise de ses paroles aurait dû l'offenser. Au lieu de cela, il se sentit étrangement soulagé d'être vu, vraiment vu, pour la première fois depuis des années. « Et vous, mademoiselle Béranger, quelle forteresse avez-vous construite ?» Elle hésita, et dans cette hésitation, il vit la faille dans son armure. Puis elle parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai été mariée. Mon mari est mort il y a 3 ans dans un accident de voiture. Depuis, je travaille. C'est tout ce que je fais. Travailler pour ne pas avoir à rentrer dans un appartement vide, pour ne pas avoir à me souvenir de ce que c'était d'avoir quelqu'un qui m'attendait. » Damien sentit quelque chose se briser en lui, une digue qu'il avait construite avec soin et qui cédait soudain sous la pression de cette révélation. Il comprenait maintenant pourquoi elle restait tard, pourquoi elle se jetait dans le travail avec cette intensité qui dépassait le simple professionnalisme. Ils étaient 2 naufragés accrochés au même radeau, 2 âmes blessées qui avaient trouvé refuge dans l'austérité du travail. « Je suis désolé, » dit-il, et ces mots lui semblèrent terriblement inadéquats. « Ne le soyez pas. La pitié est la dernière chose dont j'ai besoin. » Ce n'est pas de la pitié, c'est de la compréhension. Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés l'un à l'autre, et dans ce moment suspendu,
Quelque chose passa entre eux, quelque chose de ténu et de puissant à la fois. Puis Mathilde se détourna, rompant le charme. « Je devrais annuler vos rendez-vous de l'après-midi. Vous aurez besoin de temps pour gérer la situation avec Monsieur Durand. Oui, faites cela. » Elle sortit, et Damien resta seul dans son bureau, le cœur battant d'une manière qu'il ne reconnaissait plus. Il s'approcha de la baie vitrée, posant son front contre le verre froid, et regarda la pluie qui continuait de tomber sur Paris. Quelque chose était en train de changer en lui, quelque chose qu'il ne savait pas s'il devait combattre ou accueillir. Les jours suivants furent étranges. Damien se surprenait à chercher des prétextes pour appeler Mathilde dans son bureau, pour prolonger leur réunion de travail, pour entendre sa voix calme qui avait le pouvoir apaisant d'une mère tranquille. Il remarquait des détails qu'il n'aurait jamais remarqués auparavant. La façon dont elle mordillait légèrement sa lèvre inférieure quand elle réfléchissait, dont elle inclinait la tête quand elle écoutait, dont ses yeux s'illuminaient brièvement quand elle résolvait un problème complexe. Elle aussi semblait affectée par ce qui s'était passé entre eux. Il y avait dans son attitude une tension nouvelle, une conscience mutuelle qui rendait chaque interaction chargée d'électricité. Parfois, leurs mains se frôlaient en passant un document, et ce contact fugitif suffisait à déclencher en lui une réaction d'une intensité disproportionnée. 9 ans d'abstinence avaient rendu sa peau affamée de contact, son corps douloureux de solitude. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur la préparation d'une présentation cruciale pour le conseil d'administration, Mathilde retira ses lunettes et se massa les tempes, signe de fatigue qu'elle ne montrait jamais habituellement. « Vous devriez rentrer chez vous, » dit Damien, pas avant d'avoir terminé cette section. Mathilde, c'était la première fois qu'il prononçait son prénom, et ce simple mot résonna entre eux comme une note de musique dans une cathédrale silencieuse. Elle leva les yeux vers lui, surprise, vulnérable. « Oui, monsieur Valmont ? Damien, appelez-moi Damien, du moins quand nous sommes seuls. Je ne suis pas sûr que ce soit approprié. Rien de ce qui se passe entre nous n'est approprié. » La franchise de cet aveu les figea tous les deux. Damien n'avait pas prévu de dire cela, mais maintenant que les mots étaient sortis, il ne pouvait plus les reprendre. Mathilde posa lentement ses lunettes sur le bureau, ses mains tremblant légèrement. « Qu'est-ce qui se passe entre nous ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Il se leva de son fauteuil et contourna le bureau, s'approchant d'elle avec une lenteur délibérée. Elle ne bougea pas, le regardant avancer comme on regarde approcher l'orage, avec un mélange de crainte et d'anticipation. Lorsqu'il fut devant elle, assez près pour sentir la chaleur de son corps, il s'arrêta. « Je ne sais pas. Je sais seulement que vous avez réveillé quelque chose en moi que je croyais mort. Je sais que je pense à vous à des moments où je ne devrais pas. Je sais que votre présence est devenue nécessaire d'une manière qui dépasse largement le cadre professionnel. Damien, elle avait prononcé son prénom comme une prière ou un avertissement. Nous ne pouvons pas, c'est trop compliqué. Je travaille pour vous. Je sais, croyez-moi, je sais. J'ai listé toutes les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Il y en a des dizaines, mais aucune d'entre elles ne semble suffire à éteindre ce que je ressens. » Elle se leva brusquement, mettant de la distance entre eux, ses bras croisés devant elle dans un geste de protection. « J'ai juré de ne plus jamais laisser quelqu'un avoir ce pouvoir sur moi. Quand mon mari est mort, j'ai cru mourir avec lui. La douleur était si intense que je me suis demandé si j'allais survivre. Je me suis reconstruite pierre par pierre, et j'ai juré de ne plus jamais être vulnérable de cette façon. Je comprends. Dieu sait que je comprends. Alors vous savez pourquoi nous devons arrêter cela avant que ça ne commence vraiment. Vous croyez que ça n'a pas déjà commencé ?» Elle le regarda longuement, et il vit dans ses yeux le reflet de son propre conflit intérieur, la guerre entre la raison et le désir, entre la peur et l'espoir. « Que voulez-vous de moi, Damien ?» La question était directe, exigeante. Il s'approcha d'elle, lentement, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le voulait. Mais elle ne bougea pas, ses yeux rivés aux siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je veux tout. Je veux connaître vos pensées, vos peurs, vos rêves. Je veux entendre votre rire, parce que je sais que vous ne riez jamais, et je veux être celui qui vous fera rire. Je veux toucher votre peau et savoir si elle est aussi douce qu'elle en a l'air. Je veux... » Il s'arrêta submergé par l'intensité de ses propres émotions. 9 ans de désert affectif avaient créé en lui une soif qu'il ne savait pas comment étancher. « Vous voulez trop ?» murmura-t-elle, mais il y avait dans sa voix une note qui trahissait son propre désir. « Peut-être, mais je ne sais pas comment vouloir moins. » Il leva la main, lentement, lui donnant tout le temps de se dérober. Ses doigts effleurèrent sa joue, caresse légère comme le frôlement d'une plume, et pourtant ce contact fit trembler toute sa main. La peau de Mathilde était tiède, incroyablement douce,
et sentir sous ses doigts la réalité de sa présence après tant d'années de solitude lui donna le vertige. Elle ferma les yeux, un soupir s'échappant de ses lèvres entr'ouvertes. Dans ce geste d'abandon, Damien lut tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle le désirait autant qu'il la désirait. Elle luttait contre la même attraction irrésistible. « Nous ne devrions pas », dit-elle encore, mais sa voix était faible, sans conviction. « Non, nous ne devrions pas ». Sa main glissa de sa joue à sa nuque, ses doigts s'enfonçant dans les cheveux soyeux qu'elle gardait toujours si strictement attachés. Avec une douceur infinie, il défit les épingles qui retenaient son chignon, et sa chevelure se déroula en vagues châtaines sur ses épaules. Le geste avait quelque chose d'intime, de révélateur, comme s'il la déshabillait de son armure professionnelle pour révéler la femme dessous. « Mathilde » murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres était une incantation. Elle ouvrit les yeux, et ce qu'il vit dans son regard le bouleversa. Du désir, oui, mais aussi de la peur, de la vulnérabilité, de l'espoir, tous les sentiments qu'il éprouvait lui-même, reflétés dans ses yeux gris-vert qui le hantaient. Lentement, si lentement qu'il aurait pu compter les secondes, il se pencha vers elle. Son cœur battait si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre. Il s'arrêta à quelques millimètres de ses lèvres, lui laissant une dernière chance de refuser, de préserver la distance professionnelle qui les avait protégés jusqu'alors. Mais ce fut elle qui combla la distance finale. Ce fut elle qui pressa ses lèvres contre les siennes, doucement d'abord, puis avec une intensité croissante qui le prit au dépourvu. Le baiser éveilla en lui des sensations qu'il avait oubliées, des besoins qu'il avait enfouis si profondément qu'il les avait crus disparus. Ses bras se refermèrent autour d'elle, l'attirant contre lui, et sentir son corps contre le sien après 9 années de solitude fut comme retrouver l'usage d'un sens qu'il croyait avoir perdu. Mathilde gémit doucement contre ses lèvres, ses mains remontant le long de son torse pour s'accrocher à ses épaules. Il y avait dans leur étreinte quelque chose de désespéré, comme si tous deux cherchaient dans les bras de l'autre un refuge contre la solitude qui les avait trop longtemps consumés. Lorsqu'ils se séparèrent enfin à bout de souffle, Damien posa son front contre celui de Mathilde, incapable de supporter l'idée de mettre plus de distance entre eux. « Qu'avons-nous fait » murmura-t-elle. « Quelque chose d'inévitable, quelque chose qui aurait dû arriver plus tôt. Tout va changer maintenant. » Oui, elle se dégagea doucement de son étreinte, portant ses doigts à ses lèvres, comme pour s'assurer que le baiser avait été réel. Ses cheveux défaits encadraient son visage, lui donnant un air plus jeune, plus vulnérable. « Je ne sais pas si je suis prête pour cela », avoua-t-elle. « Moi non plus, mais je sais que je ne veux pas retourner à ce que j'étais avant vous. Je ne veux pas redevenir cet homme qui vivait dans une forteresse de glace. » Et si nous nous détruisons mutuellement ? Et si nous nous sauvions mutuellement ? Cette possibilité resta suspendue entre eux, fragile et lumineuse comme une étoile dans la nuit. Mathilde ramassa ses affaires avec des gestes lents, mécaniques, comme si elle était en état de choc. Damien la regarda faire, incapable de détacher ses yeux d'elle, conscient que quelque chose de fondamental venait de se transformer entre eux. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, » dit-elle. « Moi non plus, mais je veux le découvrir, avec vous. » Un sourire fragile toucha ses lèvres, le premier vrai sourire qu'il lui avait vu, et ce sourire illumina son visage d'une beauté qui lui coupa le souffle. « Bonne nuit, Damien. Bonne nuit, Mathilde. » Quand elle fut partie, Damien resta longtemps debout dans son bureau vide, sa main posée là où ses lèvres avaient touché les siennes. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférent au bouleversement qui venait de se produire dans cette tour de verre et d'acier. Mais pour lui, tout avait changé. Après 9 années de nuit, l'aube commençait enfin à poindre. Les jours qui suivirent ce baiser furent empreints d'une tension délicieuse et tourmentante. Damien et Mathilde dansaient autour l'un de l'autre avec une précaution exquise, conscients que le moindre geste, le moindre regard prolongé pouvait trahir aux yeux des autres ce qui s'était passé entre eux. Le bureau était devenu un théâtre où ils jouaient leurs rôles habituels, patron et assistante, avec une perfection étudiée, mais sous cette façade, un courant électrique circulait, invisible, mais omniprésent. Mathilde avait repris son chignon strict, son tailleur impeccable, son masque de professionnalisme irréprochable. Mais Damien, qui la connaissait maintenant d'une manière différente, voyait les failles dans cette armure. Il voyait comment ses mains tremblaient légèrement quand elle lui tendait un document et que leurs doigts se frôlaient. Il remarquait comment elle évitait son regard direct, comme si elle craignait que ses yeux ne révèlent trop. Il percevait la tension dans ses épaules, la raideur dans sa posture, tous ces signes qui trahissaient son trouble intérieur.
De son côté, Damien luttait contre l'envie constante de la toucher, de franchir l'espace qui les séparait, de retrouver la sensation de ses lèvres contre les siennes. Il se surprenait à perdre le fil de ses pensées au milieu de réunions importantes, son esprit vagabondant vers elle, alors qu'il aurait dû se concentrer sur des chiffres et des stratégies. C'était une expérience déconcertante pour un homme qui avait construit sa vie sur le contrôle absolu. Un après-midi, lors d'une réunion du conseil d'administration particulièrement tendue, il la regarda prendre des notes, sa tête penchée sur son ordinateur portable, une mèche de cheveux retombant devant ses yeux. Elle la repoussa machinalement derrière son oreille, geste qu'il avait vu 100 fois, mais qui, maintenant, lui semblait chargé d'une intimité troublante. Il se demanda ce qu'elle pensait à ce moment précis, si elle pensait à lui autant qu'il pensait à elle, si elle revivait comme lui ce baiser encore et encore dans sa mémoire, comme si elle avait senti son regard. Elle leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Ce fut bref, à peine une seconde, mais dans cet échange muet passa tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Le désir, le doute, la peur, l'espoir. Puis elle détourna les yeux, retournant à ses notes, et Damien dut faire un effort surhumain pour reprendre le fil de la discussion sur les projections financières du trimestre. Ce soir-là, alors que le bureau se vidait et que les lumières s'éteignaient une à une dans les étages inférieurs, Damien sortit de son bureau pour trouver Mathilde encore à son poste. Elle était seule dans l'antichambre, la lueur de son écran d'ordinateur éclairant son visage dans la pénombre. « Vous êtes encore là », dit-il, bien que ce fût une évidence. « Je termine le rapport que vous m'avez demandé. Mathilde, il faut que nous parlions. » Elle leva les yeux vers lui, et même dans la faible lumière, il vit la lassitude dans son regard, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la résignation. « Je sais, j'y ai pensé toute la semaine. » Et elle sauvegarda son travail, ferma son ordinateur avec des gestes méthodiques, puis se leva et se dirigea vers la baie vitrée qui donnait sur Paris illuminé. Damien la suivit, se plaçant à côté d'elle, assez près pour sentir sa présence, mais sans la toucher, respectant l'espace qu'elle semblait avoir besoin de maintenir. « J'ai peur », avoua-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « J'ai peur de ce que je ressens. J'ai peur de devenir vulnérable. J'ai peur de tout perdre encore une fois. Moi aussi. » Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Vous? Vous qui contrôlez un empire, qui ne montrez jamais la moindre faiblesse? C'est précisément parce que je contrôle tout le reste que l'idée de ne pas pouvoir contrôler cela me terrifie. Pendant 9 ans, j'ai vécu dans une certitude glacée. Je savais exactement qui j'étais, ce que je voulais, comment je devais vivre. Et puis vous êtes arrivés, et tout ce que je croyais savoir sur moi-même s'est effondré. Peut-être que nous devrions arrêter avant qu'il ne soit trop tard. C'est déjà trop tard. » Il se tourna vers elle complètement, la forçant à le regarder. « Vous croyez vraiment que nous pouvons revenir en arrière? Faire comme si rien ne s'était passé? Je vous regarde et tout ce que je veux, c'est vous prendre dans mes bras. Je vous écoute parler et tout ce que je veux, c'est entendre votre voix me dire des choses que vous ne dites à personne d'autre. Je pense à vous le matin en me réveillant, le soir en m'endormant, et à chaque moment entre les deux. Damien, non, laissez-moi finir. J'ai passé 9 ans à me convaincre que je n'avais besoin de personne, que la solitude était une force. Mais c'était un mensonge. La solitude n'était pas une force. C'était une prison. Et vous m'avez montré les barreaux. » Mathilde ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur sa joue. Damien leva la main et l'effaça doucement du pouce, ce simple geste contenant plus de tendresse qu'il n'en avait montré en près d'une décennie. « Je ne veux pas vous faire souffrir, » dit-elle en rouvrant les yeux, « et je ne veux pas souffrir moi-même. Alors que proposez-vous? Je ne sais pas. Je sais seulement que je ne peux pas continuer comme ça. Cette tension, ce non-dit constant, c'est en train de me détruire. Venez chez moi. » Les mots étaient sortis avant qu'il ne puisse les retenir, mais une fois prononcés, il sut qu'ils étaient justes. Il ne pouvait plus rester dans l'incertitude, dans ce limbe où tout était possible mais rien n'était réel. « Damien, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est inapproprié? Parce que je suis votre patron? Parce que les gens pourraient me parler ?» Il fit un pas vers elle. « Ou parce que vous avez peur de ce qui pourrait se passer si vous venez ?» Elle le regarda longuement, et il vit le moment où elle prit sa décision, où elle choisit le risque plutôt que la sécurité, l'inconnu plutôt que la certitude. D'accord. Ce simple mot résonna entre eux comme le son d'une cloche, scellant quelque chose d'irréversible. L'appartement de Damien occupait le dernier étage d'un immeuble haussmannien dans le 7e arrondissement. Mathilde le suivit à travers les pièces spacieuses, remarquant l'élégance austère du décor.
les meubles de designer qui semblaient n'avoir jamais été utilisés, les œuvres d'art abstraites au mur. C'était beau, d'une beauté froide et impersonnelle, comme un showroom de magazine. Il n'y avait rien ici qui suggérait qu'un être humain vivait dans ces espaces, rien de personnel, rien de chaleureux. « Vous vivez ici depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « 8 ans. On dirait que vous venez d'emménager. » Damien regarda autour de lui, voyant son appartement à travers ses yeux, et pour la première fois, il réalisa à quel point cet endroit ressemblait à sa vie, impeccable, organisé et complètement vide. « Je suppose que je n'ai jamais vraiment vécu ici. J'y dors parfois. Le reste du temps, je suis au bureau. Où est-ce que vous vivez vraiment, alors ?» La question le déstabilisa par sa perspicacité. « Nulle part, je suppose. » Mathilde s'approcha de lui, et dans la lumière tamisée du salon, elle sembla soudain différente. Moins l'assistante compétente et plus la femme qu'il avait entrevue lors de leur baiser. Ses cheveux étaient toujours relevés, mais quelques mèches s'étaient échappées, encadrant son visage. Il y avait dans ses yeux une douceur qu'il ne lui avait jamais vue au bureau. « Nous sommes pareils, vous et moi, » dit-elle doucement. « Nous vivons dans des espaces vides parce que c'est plus sûr. Pas de souvenirs, pas d'attachement, pas de douleur. Vous vivez comment, vous ? J'ai un studio à Montmartre. Petit, impersonnel. Je n'y ai même pas accroché de tableau au mur, comme si j'avais peur de m'y attacher, comme si je devais être prête à partir à tout moment. » Damien tendit la main et avec une lenteur délibérée, commença à retirer les épingles qui retenaient son chignon. Une à une, il les laissa tomber sur le sol, et ses cheveux se déroulèrent, libérés. C'était un geste qu'il avait déjà fait, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de plus définitif. « Je veux que vous restiez, » dit-il. « Pas seulement ce soir. Je veux que vous restiez dans ma vie. Je veux apprendre à vivre à nouveau, et je veux l'apprendre avec vous. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Si, je le sais, je demande tout. Je demande le risque et l'incertitude. Je demande la possibilité de souffrir. Mais je demande aussi la possibilité d'être heureux, vraiment heureux, pour la première fois depuis, je ne sais même plus depuis quand. » Mathilde leva la main et toucha son visage, ses doigts traçant le contour de sa mâchoire avec une tendresse qui le fit trembler. « Vous êtes un homme dangereux, Damien Valmont. Pourquoi ? Parce que vous me donnez envie de croire que c'est possible, que je peux à nouveau faire confiance, que je peux à nouveau aimer sans que cela me détruise. Et c'est si terrible, c'est terrifiant. » Il prit son visage entre ses mains, plongeant son regard dans le sien. « Alors soyons terrifiés ensemble. » Cette fois, quand il l'embrassa, ce n'était plus l'explosion de désir désespéré de la première fois. C'était quelque chose de plus profond, de plus lent. Un baiser qui parlait de promesses et de possibilités. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, se perdant dans leur douceur tandis que les siennes remontaient le long de son dos, l'attirant plus près. Ils restèrent longtemps ainsi, debout dans le salon vide, s'embrassant avec la faim de ceux qui ont été privés trop longtemps. Puis Damien la souleva dans ses bras, la portant comme si elle ne pesait rien, et elle enroula ses bras autour de son cou, enfouissant son visage contre son épaule. Dans sa chambre, aux draps blancs immaculés qui n'avaient jamais connu la chaleur d'un autre corps que le sien, il la déposa avec une délicatesse infinie. La lumière de la ville filtrait à travers les rideaux, créant des ombres dansantes sur les murs. Mathilde le regardait avec des yeux grands ouverts, vulnérable et confiante à la fois, et cette confiance qu'elle lui accordait lui sembla le plus précieux des cadeaux. « Ah, tu es sûr ?» murmura-t-il, passant au tutoiement sans même s'en rendre compte. « Non, mais je le veux quand même. » Il commença à déboutonner sa chemise avec des doigts qui tremblèrent légèrement, révélant la peau pâle en dessous. Chaque bouton défait était une révélation. Chaque centimètre de peau dévoilait un territoire nouveau à explorer. Mathilde frissonna sous ses mains, et il se pencha pour embrasser l'endroit où son cou rencontrait son épaule, sentant son pouls battre frénétiquement sous ses lèvres. Elle l'aida à retirer sa veste, puis sa chemise, ses mains explorant son torse avec une curiosité timide qui l'émut plus que n'importe quelle caresse experte. Il y avait dans leurs gestes une maladresse touchante, celle de deux personnes qui avaient oublié comment faire cela, comment être intime avec quelqu'un d'autre. « Cela fait si longtemps », murmura-t-elle comme si elle lisait dans ses pensées. « Pour moi aussi, 9 ans, 3 ans pour moi. Je ne sais pas si je me souviens comment. Nous réapprendrons ensemble. » Et c'est ce qu'ils firent, lentement, précautionneusement, redécouvrant ensemble le langage des corps, le vocabulaire du désir. Chaque caresse était une question, chaque soupir, une réponse. Damien explora son corps avec la concentration qu'il mettait habituellement dans l'analyse de bilan financier, mémorisant chaque courbe,
chaque endroit sensible, chaque son qu'il pouvait lui arracher. Quand il la pénétra enfin, après ce qui sembla une éternité de préliminaires torturants, ils restèrent immobiles un moment, submergés par l'intensité de cette connexion. Mathilde avait les larmes aux yeux, et Damien les embrassa une à une, murmurant des mots doux contre sa peau. Ils bougèrent ensemble avec une synchronicité qui semblait impossible pour deux personnes qui se connaissaient à peine, leur corps trouvant un rythme qui était le leur, unique et parfait. Ce n'était pas seulement du sexe, c'était une rédemption, une guérison, un retour à la vie après des années d'exil dans le froid. Quand ils atteignirent le sommet ensemble, accrochés l'un à l'autre comme des naufragés à leur radeau, Damien sentit quelque chose se briser en lui, une dernière barrière qui cédait. Il enfouit son visage dans ses cheveux, respirant son odeur, sentant son cœur battre contre le sien, et sut avec une certitude absolue qu'il ne serait plus jamais le même homme. Plus tard, ils restèrent enlacés dans le silence de la chambre, leurs membres emmêlés, leur respiration se calmant progressivement. Mathilde traçait des motifs distraits sur son torse et Damien jouait avec ses cheveux, ces gestes d'intimité post-coïtale qui sont parfois plus révélateurs que l'acte lui-même. « À quoi penses-tu » demanda-t-il finalement. « Je pense que j'ai peur. » « De quoi ?»« De me réveiller demain et de réaliser que c'était une erreur. De retourner au bureau et de ne pas savoir comment te regarder. De découvrir que ce que je ressens n'est qu'une illusion née de la solitude. » Il resserra son étreinte, la pressant plus fort contre lui. « Ce n'est pas une illusion et ce n'est pas une erreur. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que pour la première fois depuis 9 ans, je me sens vivant, vraiment vivant. Pas seulement en train d'exister, pas seulement en train de fonctionner, mais vivant. » Elle leva la tête pour le regarder, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Moi aussi, c'est ce qui me fait peur. J'avais oublié ce que c'était de ressentir autant. Et le bureau ? Comment allons-nous gérer cela ? Je ne sais pas. Nous devrons être discrets, au moins, au début. Les gens parleront si nous ne faisons pas attention. Je me fiche de ce que les gens disent. Moi aussi en théorie. Mais en pratique, tu es mon patron, Damien. Il y a des implications professionnelles. Il caressa ses cheveux, réfléchissant. Tu as raison. Nous devrons être prudents. Mais je ne veux pas te cacher. Je ne veux pas que ce soit sordide ou secret. Alors que veux-tu ? Je veux que tu sois à moi. Complètement. Je veux pouvoir te regarder et que tout le monde sache que tu m'appartiens et que je t'appartiens. C'est très possessif. Je sais. Elle sourit. Un vrai sourire qui illumina son visage. J'aime ça. C'est probablement malsain, mais j'aime ça. Ils restèrent éveillés tard dans la nuit, parlant de choses dont ils n'avaient jamais parlé à personne. Mathilde lui raconta son mariage, l'amour qu'elle avait porté à son mari, la dévastation de sa mort. Damien lui parla de la trahison qu'il avait brisée, de la femme qui avait vendu ses secrets, de la façon dont il s'était retiré du monde pour se protéger. « Je comprends maintenant pourquoi tu étais si dur avec tout le monde, » dit Mathilde. « Tu ne laissais personne s'approcher. Je ne pouvais pas. J'avais trop peur. Et maintenant, j'ai encore plus peur. Parce que tu es entré dans ma forteresse et que je ne sais pas comment te protéger sans me protéger moi-même. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'être protégés. Peut-être que nous devons juste être courageux. Le courage n'est pas mon fort. Tu plaisantes ? Tu as bâti un empire à partir de rien. Tu as survécu à une trahison qui aurait détruit la plupart des hommes. Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Ce n'est pas du courage, c'est du contrôle. Le contrôle, je sais faire. Mais lâcher prise, faire confiance, ça je ne sais pas. Alors nous apprendrons ensemble. Lorsque l'aube commença à pointer, teintant le ciel de rose et d'or, ils s'endormirent enfin, épuisés et comblés, dans les bras l'un de l'autre. Et pour la première fois en 9 ans, Damien Valmont ne se réveilla pas seul dans son lit trop grand, dans son appartement trop vide. Pour la première fois en 3 ans, Mathilde Béranger ne se réveilla pas avec ce sentiment de vide qui l'accompagnait chaque matin depuis la mort de son mari. Ils se réveillèrent ensemble, et c'était un début. Les semaines qui suivirent cette première nuit furent à la fois les plus heureuses et les plus compliquées que Damien eût connues. Il y avait une dualité constante dans leur existence. Au bureau, ils maintenaient une façade de professionnalisme rigoureux, Mathilde demeurant la parfaite assistante, lui le patron exigeant et distant. Mais dès qu'il franchissait le seuil de son appartement, ou parfois du sien, ces masques tombaient pour révéler 2 personnes profondément, désespérément amoureuses, car c'était bien de l'amour, même si aucun d'eux n'avait encore osé prononcer le mot. Damien le sentait dans la façon dont son cœur bondissait quand elle entrait dans son bureau le matin.
Il le voyait dans la manière dont elle le regardait, quand elle pensait qu'il ne la voyait pas. Ses yeux débordant d'une tendresse qu'elle gardait soigneusement cachée en présence des autres. C'était dans les nuits où ils restaient éveillés jusqu'à l'aube, parlant de tout et de rien, découvrant les contours de leurs âmes respectives. Mais cette double vie était épuisante. Damien détestait devoir contrôler chaque regard, chaque geste, chaque inflexion de sa voix quand ils étaient au bureau. Il détestait les réunions où il devait l'ignorer alors que tout ce qu'il voulait était de traverser la table et de l'embrasser devant tout le monde. Il détestait particulièrement les moments où d'autres hommes la regardaient, inconscient qu'elle lui appartenait, qu'elle était sienne d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Un matin, lors d'une réunion avec les directeurs de département, il remarqua Laurent Mercier, le jeune et ambitieux directeur marketing, qui dévorait Mathilde des yeux alors qu'elle distribuait les documents de présentation. Le regard de Mercier s'attardait sur ses jambes, sur la courbe de sa nuque quand elle se penchait, et Damien sentit une rage froide et primitive monter en lui. Il dut serrer les poings sous la table pour ne pas bondir et arracher cet homme de sa chaise. Après la réunion, quand ils furent seuls dans son bureau, il explosa. « Ce Mercier te regardait comme si tu étais à vendre. » Mathilde leva les yeux de son ordinateur, surprise par la véhémence dans sa voix. « Je n'avais pas remarqué. »« Eh bien moi je l'ai remarqué. Et je n'ai pas aimé. » Elle se leva et s'approcha de lui, jetant un coup d'œil vers la porte vitrée pour s'assurer que personne ne regardait. « Tu es jaloux ? Bien sûr que je suis jaloux. Tu es à moi et il te regardait comme si… Comme si quoi ? Elle souriait maintenant, amusée par son possessivité. Comme si tu n'étais pas à moi. Damien, tu sais que je suis à toi. Complètement. Mais ici, au bureau, nous devons être prudents. Les gens ne peuvent pas savoir. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement leur dire ? Parce que tu es le PDG et je suis ton assistante. Tu imagines les ragots ? Ils diraient que j'ai couché avec toi pour obtenir mon poste, que je t'ai séduit pour avancer ma carrière. Mais c'est faux. Je sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux. Mais eux ne le sauront pas. Et cela ruinera ma réputation professionnelle. Damien savait qu'elle avait raison, mais cela ne rendait pas la situation plus facile à supporter. Il voulait pouvoir la toucher quand l'envie lui en prenait, pouvoir l'embrasser dans son bureau, pouvoir dire au monde entier qu'elle lui appartenait. Cette nécessité de secret lui rappelait trop sa première relation, celle qui s'était terminée en trahison, et cela réveillait des peurs qu'il pensait avoir enterrées. « Je déteste ça », avoua-t-il. « Je déteste devoir prétendre que tu n'es rien pour moi. Je sais, moi aussi, mais c'est temporaire. Une fois que j'aurai prouvé ma valeur, une fois que personne ne pourra remettre en question mes compétences, nous pourrons rendre notre relation publique. Quand ? Bientôt, je te le promets. » Elle l'embrassa rapidement, un baiser furtif et doux, puis retourna à son poste avant que quelqu'un ne puisse les voir. Mais ce baiser ne suffit pas à apaiser le malaise qui grandissait en Damien. Ce malaise atteignit son paroxysme quelques jours plus tard, lors d'un dîner d'affaires crucial avec des investisseurs japonais. Mathilde devait l'accompagner pour servir d'interprète, son japonais étant excellent, une compétence qu'il n'avait découverte que récemment parmi tant d'autres qu'elle possédait. Elle était magnifique ce soir-là, vêtue d'une robe noire élégante qui épousait ses formes avec une subtilité provocante, ses cheveux relevés révélant la ligne gracieuse de son cou. Tout se passa bien jusqu'à ce que Takeshi Yamamoto, le principal investisseur, commence à montrer un intérêt évident pour Mathilde. Il la complimentait constamment, insistait pour qu'elle s'assoie à côté de lui, la touchait de manière inappropriée, sous prétexte de gestes amicaux. Mathilde gérait la situation avec son professionnalisme habituel, mais Damien voyait la tension dans ses épaules, l'inconfort dans ses yeux, quand Yamamoto posait sa main sur son bras. Lorsque l'investisseur suggéra que Mathilde l'accompagne pour une visite privée de Paris le lendemain, Damien sentit quelque chose se briser en lui. « Mademoiselle Béranger ne sera pas disponible demain », dit-il d'une voix glaciale. « Elle a des responsabilités urgentes au bureau. » Yamamoto le regarda, surpris par le ton tranchant. « Sûrement que pour un investissement de cette importance, vous pouvez libérer votre assistante pour une journée ? » « Non, je ne peux pas. Mademoiselle Béranger est essentielle à mes opérations. Elle reste avec moi. » Il y eut un silence inconfortable autour de la table. Mathilde le regardait avec des yeux grands ouverts, surprise par son ton possessif. Yamamoto fronça les sourcils, visiblement contrarié. « Je vois », dit-il lentement, et dans ces deux mots, Damien comprit qu'il avait révélé trop, que son masque avait glissé. Le reste du dîner fut tendu. L'investisseur se refroidit considérablement, et quand ils se séparèrent, il était clair que l'affaire était compromise. Dans le taxi qui les ramenait, Mathilde gardait un silence pesant, les mains croisées sur ses genoux,
le regard fixé sur la vitre. « Tu es en colère », dit finalement Damien. « En colère ? Je suis furieuse. Tu viens de compromettre un accord de plusieurs millions d'euros parce que tu ne pouvais pas contrôler ta jalousie. Il te touchait. Et alors ? C'est mon travail de gérer des clients difficiles. Tu m'as engagé pour ma capacité à naviguer dans ce genre de situation. Je ne t'ai pas engagé pour que des hommes te tripotent. Damien, je suis une adulte. Je peux me défendre toute seule. Je sais que tu peux, mais je ne supporte pas de te voir dans cette situation. Je ne supporte pas l'idée qu'un autre homme te touche. Ce n'est pas sain. Cette possessivité, cette jalousie, c'est étouffant. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il la regarda, cherchant dans ses yeux un signe qu'elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait, mais tout ce qu'il y trouva fut de la frustration et de la colère. « Tu regrettes ?» demanda-t-il d'une voix qu'il ne reconnut pas comme la sienne. « Tu regrettes ce qui s'est passé entre nous ? Je ne sais pas. Peut-être. Regarde ce que nous sommes en train de devenir. Nous ne pouvons pas agir normalement au bureau. Tu deviens irrationnellement jaloux. Je me sens constamment sous pression pour maintenir cette double vie. Ce n'est pas viable. » Le taxi s'arrêta devant son immeuble. Mathilde ouvrit la portière, mais avant de sortir, elle se tourna vers lui une dernière fois. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ne me contacte pas pendant quelques jours. Mathilde, s'il te plaît, Damien, j'ai juste besoin de temps. » Elle sortit et disparut dans son immeuble sans se retourner. Damien resta dans le taxi paralysé, regardant la porte se refermer derrière elle. Le chauffeur lui demanda où il voulait aller, mais il ne put pas répondre. Son esprit était vide, son cœur une plaie ouverte. Les 3 jours qui suivirent furent un enfer. Mathilde ne vint pas au bureau ayant pris un congé maladie. Damien essaya de travailler, mais il ne pouvait se concentrer sur rien. Il fixait des rapports sans les lire, assistait à des réunions sans entendre un mot de ce qui se disait. La nuit, il ne dormait pas, allongé dans son lit trop grand, du côté où elle avait l'habitude de dormir, respirant les draps qui portaient encore son parfum. Il réalisa avec une clarté douloureuse qu'il avait tout gâché. Sa jalousie, son besoin de contrôle, sa peur de la perdre l'avaient poussé à agir exactement de la manière qui garantissait qu'il la perdrait. Il avait passé 9 ans à construire des murs pour se protéger, et maintenant qu'il avait enfin laissé quelqu'un entrer, il ne savait pas comment être vulnérable sans être étouffant. Le 3e soir, il ne put plus supporter. Il se rendit à son appartement, gravissant les escaliers jusqu'au 5e étage parce que l'ascenseur était en panne. Il frappa à sa porte, le cœur battant comme un tambour, ne sachant pas si elle allait même ouvrir. Quand la porte s'ouvrit, Mathilde apparut, vêtue d'un simple t-shirt et d'un pantalon de jogging, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, et Damien comprit qu'elle n'avait pas mieux dormi que lui. « Damien, je sais que tu m'as demandé de ne pas venir. Je sais que je ne respecte pas tes limites, mais je ne peux pas rester loin de toi. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. Entre. » Il franchit le seuil et elle referma la porte derrière lui. L'appartement était aussi impersonnel qu'elle l'avait décrit. Un studio fonctionnel sans âme, sans photo au mur, sans rien qui indiquât qu'une personne vivait vraiment ici. « J'ai réfléchi », dit-elle en s'asseyant sur le canapé. Beaucoup réfléchi. Damien resta debout, incapable de s'asseoir, son corps trop tendu par l'anxiété. Et, tu avais raison sur une chose, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Cette double vie, c'est en train de nous détruire tous les deux. Tu veux qu'on arrête? Ce n'était pas une question, c'était une constatation, une sentence. Non, je veux qu'on soit honnête. Je veux qu'on rende notre relation publique. Damien la regarda incrédule. Mais tu as dit, je sais ce que j'ai dit, mais j'ai réalisé quelque chose ces derniers jours. J'ai passé 3 ans à avoir peur. Peur de souffrir, peur de perdre, peur de vivre vraiment. Et toi, tu m'as donné le courage de vouloir plus. Mais je ne peux pas avoir plus si nous restons cachés. Les gens vont parler. Laisse-les parler. Je sais ce que je vaux. Je sais que j'ai obtenu mon poste grâce à mes compétences, pas en couchant avec toi. Ceux qui comptent le savent aussi. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Tu es sûr? Non. Mais je suis fatigué d'avoir peur. Je suis fatigué de te regarder sans pouvoir te toucher. Je suis fatigué de prétendre que tu n'es rien pour moi alors que tu es tout. Damien traversa la pièce en 3 enjambées et la prit dans ses bras, l'embrassant avec une intensité qui parlait de 3 jours de manque, de peur, de désespoir. Elle répondit avec la même ferveur, ses mains agrippant sa chemise comme si elle ne voulait plus jamais le laisser partir. « Je suis désolé », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je suis désolé d'avoir été aussi possessif, aussi jaloux. Je sais pourquoi tu l'étais.
Tu as peur de me perdre comme tu as perdu avant. Oui, mais tu dois comprendre que ta jalousie ne me protégera pas. Elle nous éloignera. Je sais, je vais essayer de faire mieux. Et moi, je vais essayer d'être plus patiente. Nous apprenons tous les deux, Damien. Nous réapprenons comment aimer, comment faire confiance. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Ils s'allongèrent sur le canapé étroit, enlacés, leur corps s'ajustant l'un à l'autre avec la familiarité de ceux qui ont déjà dormi ensemble de nombreuses fois. Mathilde posa sa tête sur son torse, écoutant les battements de son cœur, et Damien caressa ses cheveux, sentant la paix revenir progressivement en lui. « J'ai eu si peur de t'avoir perdu, » avoua-t-il. « Tu ne me perdras pas, mais tu dois me faire confiance. Je te fais confiance. C'est le reste du monde en qui je n'ai pas confiance. Le monde ne peut pas me prendre si je ne veux pas être prise. » Elle leva la tête pour le regarder, et il y avait dans ses yeux une détermination qu'il n'avait jamais vue. « Je t'aime, Damien. » C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots, et ils tombèrent entre eux avec le poids de quelque chose de sacré. Damien sentit sa gorge se serrer, des émotions qu'il ne savait pas nommer l'envahissant. « Je t'aime aussi. Plus que je ne croyais possible, plus que je ne pensais pouvoir à nouveau aimer. Alors nous allons faire ça bien. Nous allons annoncer notre relation au bureau. Nous allons affronter les conséquences ensemble. Tu vas démissionner. » Elle se redressa, surprise. « Quoi ? Pas tout de suite. Mais nous devrons trouver une solution. Tu ne peux pas rester mon assistante si nous sommes ensemble. Ce ne serait pas juste pour toi. Tu mérites un poste où tes compétences peuvent vraiment briller, où personne ne pourra dire que tu as eu des faveurs. Tu as déjà réfléchi à ça. J'ai eu 3 jours pour réfléchir à tout. Et qu'est-ce que tu proposes ? Je te nomme directrice de la stratégie. C'est un poste au conseil de direction, avec un salaire qui reflète ta vraie valeur. Tu ne travailleras plus directement sous mes ordres. Tu seras mon égal, professionnellement parlant. Damien, c'est énorme. C'est ce que tu mérites. Tu as déjà prouvé que tu en es capable. Le dossier Mercier, l'affaire Durand, tu as sauvé l'entreprise 2 fois. Il est temps que tu sois reconnu pour ce que tu es vraiment. Les gens vont dire que c'est du népotisme. Laisse-les dire. Nous savons la vérité, et tu le prouveras par ton travail. Mathilde resta silencieuse un long moment, réfléchissant à sa proposition. Puis elle sourit, ce sourire rare et lumineux qui transformait son visage. D'accord, faisons-le. Allons-y ensemble. Le lendemain, Damien convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Devant les directeurs surpris, il annonça 2 choses. Premièrement, que Mathilde Béranger était promue au poste de directrice de la stratégie avec effet immédiat. Deuxièmement, qu'ils étaient en couple. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, lentement, les réactions commencèrent. Il y eut des sourcils levés, des regards échangés, quelques murmures. Mais il y eut aussi des félicitations, sincères ou non, et une acceptation progressive de cette nouvelle réalité. Laurent Mercier, le directeur marketing qui avait regardé Mathilde avec tant d'intérêt, eut l'élégance de paraître embarrassé. Madame Levasseur, la directrice des ressources humaines, sourit d'un air entendu, comme si elle avait toujours su que cela arriverait. Après la réunion, alors qu'ils marchèrent dans les couloirs de Valmont Industries, Mathilde prit la main de Damien publiquement pour la première fois. Il sentit tous les regards se tourner vers eux, entendit les chuchotements qui commençaient déjà. Mais il s'en fichait. Elle était à lui et tout le monde le savait maintenant. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-elle. Terrifié. Mais je l'ai dit un jour. Soyons terrifiés ensemble. Nous le sommes. Ils entrèrent dans ce qui était maintenant son nouveau bureau, un espace spacieux avec une vue magnifique sur Paris. Mathilde regarda autour d'elle, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. C'est réel ? C'est réel. Nous avons vraiment fait ça. Oui. Et maintenant, le vrai travail commence. Quel travail ? Apprendre à vivre ensemble. Vraiment vivre. Pas seulement survivre. Elle l'embrassa. Un baiser doux et prometteur. Et dans ce baiser était contenu tout leur avenir, fragile et brillant comme le cristal, mais bien réel. Dehors, Paris continuait sa vie, indifférent aux révolutions personnelles qui se déroulaient dans les tours de verre et d'acier. Mais pour Damien Valmont et Mathilde Béranger, le monde venait de changer irrémédiablement. Après des années de solitude, ils avaient trouvé dans les bras, l'un de l'autre, un refuge et une promesse. Les mois qui suivirent l'annonce publique de leur relation furent une période d'ajustement constant, de découverte et de défis. Mathilde s'installa dans son nouveau poste de directrice de la stratégie avec une détermination farouche, consciente que tous les regards étaient rivés sur elle,
que chacune de ses décisions serait scrutée et jugée avec une sévérité particulière. Elle travaillait plus dur que jamais, arrivant avant tout le monde et partant tard. Ses analyses toujours impeccables, ses stratégies toujours innovantes. Damian la regardait avec un mélange de fierté et d'admiration. Elle avait prouvé à tous les sceptiques qu'elle méritait sa place non pas à cause de leur relation, mais malgré elle. En 3 mois, elle avait restructuré la division internationale, identifié 3 nouvelles opportunités d'investissement qui s'étaient révélées extrêmement profitables et négocié un partenariat majeur avec une entreprise allemande. Même les plus cyniques devaient admettre qu'elle était brillante. Mais cette réussite professionnelle avait un prix. Mathilde se consumait dans le travail, poussée par un besoin de prouver constamment sa valeur. Elle dormait peu, mangeait à peine, et Damien commençait à s'inquiéter sérieusement. Un soir, alors qu'il la trouva endormie à son bureau, la tête posée sur un rapport financier, il comprit qu'il devait intervenir. Il la réveilla doucement, et elle sursauta, désorientée. « Quelle heure est-il ? » « Minuit passé. Mathilde, tu ne peux pas continuer comme ça. Je vais bien. J'avais juste besoin d'une petite pause. » « Non, tu ne vas pas bien. Tu t'épuises. » Elle se frotta les yeux, la fatigue marquant son visage de lignes qu'il n'avait jamais vues auparavant. « Je dois prouver que je mérite ma place. Tu l'as déjà prouvé. 1000 fois. Pas assez. Je vois comment certains me regardent encore. Je vois les sourires en coin. J'entends les murmures. Ils attendent que je fasse une erreur pour pouvoir dire qu'ils avaient raison depuis le début. » Damian s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Et même si tu travaillais 24 heures sur 24, il y aurait toujours des gens pour critiquer. Tu ne peux pas vivre ta vie en fonction de leur opinion. Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors laisse-moi t'aider. Viens vivre avec moi. » Elle le regarda surprise par cette proposition soudaine. « Quoi ? Emménage chez moi. Ou plutôt, trouvons un endroit à nous. Un endroit qui ne sera pas seulement le mien ou le tien, mais le nôtre. Un endroit qui aura du sens, qui sera un foyer, pas juste un lieu où dormir. Damien, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Pourquoi pas ? Nous passons déjà toutes nos nuits ensemble. Tu as des vêtements chez moi, j'ai des affaires chez toi. Nous vivons déjà ensemble, nous n'en avons juste pas fait quelque chose d'officiel. » Mathilde se leva et marcha vers la baie vitrée, contemplant Paris illuminé. Damien la rejoignit, se tenant derrière elle, assez près pour sentir sa chaleur mais sans la toucher, lui laissant l'espace pour réfléchir. « J'ai peur, avoua-t-elle finalement. La dernière fois que j'ai vécu avec quelqu'un, c'était avec mon mari. Et puis il est mort et je me suis retrouvée seule dans cet appartement rempli de ses affaires, de ses fantômes. J'ai fini par tout donner, tout jeter, jusqu'à ce qu'il ne reste rien. J'ai déménagé dans ce studio impersonnel parce que je ne pouvais plus supporter d'avoir un foyer. Un foyer signifie des racines, et les racines signifient de la douleur quand on les arrache. Je comprends. Non, je ne crois pas que tu comprennes vraiment. Quand il est mort, une partie de moi est morte avec lui. Je me suis juré de ne plus jamais être aussi vulnérable, de ne plus jamais construire quelque chose que je pourrais perdre. Et pourtant, tu es ici, avec moi. N'est-ce pas déjà construire quelque chose ? Elle se tourna vers lui, les larmes brillant dans ses yeux. Si, et ça me terrifie chaque jour. Chaque matin, je me réveille, et je me demande si c'est le jour où je vais te perdre. Chaque fois que tu pars en voyage d'affaires, j'ai cette peur irrationnelle que tu ne reviendras pas. Je ne vais nulle part. Tu ne peux pas promettre ça. Personne ne peut. Tu as raison. Je ne peux pas promettre que je vivrai éternellement. Je ne peux pas promettre qu'il n'y aura jamais de douleur. Mais je peux promettre que chaque jour que nous aurons ensemble, je le vivrai pleinement. Je peux promettre de ne jamais tenir notre amour pour acquis. Je peux promettre d'être là, vraiment là, pas juste physiquement, mais émotionnellement, jusqu'à mon dernier souffle. Mathilde fondit en larmes, toute la tension accumulée au cours des derniers mois se libérant enfin. Damien la prit dans ses bras, la berçant doucement, sentant ses propres yeux se mouiller. Il avait toujours eu peur des émotions fortes, les considérant comme des faiblesses. Mais maintenant, il comprenait que c'était le contraire. Le courage n'était pas de ne rien ressentir, mais de ressentir profondément et de continuer quand même. « D'accord », murmura-t-elle contre son épaule. « D'accord, cherchons un endroit à nous. » Ils passèrent les semaines suivantes à visiter des appartements. Rien ne semblait convenir jusqu'à ce qu'ils tombent sur un penthouse dans le Marais, un espace lumineux avec de hauts plafonds, des poutres apparentes et une terrasse qui donnait sur les toits de Paris. C'était parfait, assez moderne pour Damien, assez chaleureux pour Mathilde, et surtout, vierge de tout passé pour eux deux. Ils emménagèrent un samedi pluvieux de mars. Contrairement aux déménagements habituels, ils n'avaient pas grand-chose à apporter.
Damien avait laissé la plupart de ses meubles impersonnels dans son ancien appartement, gardant seulement quelques objets qui avaient du sens. Mathilde avait encore moins, ayant vécu si longtemps dans ce studio fonctionnel. « Nous allons devoir tout acheter », dit-elle en regardant l'espace vide. « Bien, nous allons le faire ensemble, choisir chaque chose, construire notre foyer pièce par pièce. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils passèrent les dimanches suivants à écumer les magasins de meubles, les brocantes, les galeries d'art. Damien découvrit que Mathilde avait un goût exquis pour la décoration, un œil pour les couleurs et les textures qu'il n'avait jamais soupçonnées. Ensemble, ils créèrent un espace qui était vraiment le leur, chaleureux mais élégant, confortable mais raffiné. Ils accrochèrent des photos au mur, des images d'eux prises lors de leur rare journée de repos. Ils installèrent une bibliothèque où leurs livres se mêlaient, Balzac côtoyant Murakami, les traités d'économie voisinant avec les romans. Ils choisirent un lit immense où ils pouvaient dormir enlacés, et Damien réalisa qu'il n'avait jamais vraiment dormi avant de dormir avec elle. Le premier soir dans leur nouvel appartement, ils commandèrent des plats à emporter et mangèrent assis par terre, parmi les cartons encore à déballer. La pluie tambourinait contre les fenêtres, créant une atmosphère cocon, et Paris scintillait au loin comme un tapis de diamants. « C'est étrange », dit Mathilde. « Pour la première fois depuis la mort de mon mari, j'ai l'impression d'être chez moi. Moi aussi, mon ancien appartement n'était qu'un lieu de passage. Ici, j'ai l'impression de pouvoir enfin m'arrêter, respirer. Nous avons parcouru un long chemin, toi et moi. Oui, et nous avons encore beaucoup de chemin à faire. » Elle sourit, ce sourire qui illuminait toujours son visage et faisait battre son cœur plus vite. « Je t'aime, Damien Valmont, plus que je ne pensais pouvoir aimer à nouveau. Je t'aime, Mathilde Béranger. Tu m'as appris à vivre à nouveau. » Les mois s'écoulèrent dans une harmonie paisible. Au bureau, ils étaient des partenaires professionnels respectés, leurs réunions toujours productives, leurs désaccords toujours constructifs. À la maison, ils étaient des amants passionnés, des compagnons complices, des âmes sœurs qui se comprenaient sans avoir besoin de mots. Mathilde continua à exceller dans son rôle, gagnant progressivement le respect même de ceux qui avaient été les plus sceptiques. Damien apprit à lâcher prise sur son besoin de tout contrôler, à faire confiance non seulement à Mathilde, mais à la vie elle-même. Ensemble, ils transformèrent Valmont Industries, insufflant une nouvelle énergie à l'entreprise, prenant des risques calculés qui portèrent leurs fruits. Mais plus important encore, ils transformèrent leur propre vie. Damien, qui n'avait pas ri depuis des années, se surprenait maintenant à rire souvent, à prendre plaisir aux petites choses de la vie. Mathilde, qui s'était enfermée dans le deuil, s'ouvrit à nouveau au monde, redécouvrant la joie de vivre. Un soir d'été, 1 an après leur première nuit ensemble, Damien emmena Mathilde sur leur terrasse. Il avait passé l'après-midi à la décorer de lanternes et de bougies, créant une atmosphère magique sous les étoiles. La ville s'étendait à leurs pieds, vivante et lumineuse, témoin silencieux de leur amour. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Mathilde, émerveillée. « 1 an. Il y a 1 an, tu es entré dans mon bureau et tu as changé ma vie. Techniquement, il y a plus d'1 an. Mais qui compte ? Moi je compte. Chaque jour avec toi est un cadeau que je ne tiens jamais pour acquis. » Il s'agenouilla devant elle, sortant un écrin de velours de sa poche. Le cœur de Mathilde s'arrêta, ses mains volant à sa bouche. « Mathilde Béranger, je t'ai dit un jour que je voulais tout. Je le pense toujours. Je veux tous tes matins et tous tes soirs. Je veux être celui qui te tient quand tu pleures et celui qui célèbre avec toi quand tu triomphes. Je veux vieillir avec toi, découvrir tous les mystères de la vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient librement sur les joues de Mathilde maintenant, mais c'étaient des larmes de joie, de soulagement, d'amour débordant. Oui, oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt, un diamant simple et élégant qui captait la lumière des bougies, puis se leva pour l'embrasser. Ce baiser contenait toutes les promesses du monde, tous les espoirs et tous les rêves qu'ils avaient repensés perdus à jamais. « Je ne pensais pas que je pourrais à nouveau faire ça », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Me marier, construire un avenir avec quelqu'un. J'avais tellement peur. Moi aussi. Mais tu m'as appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est d'agir, malgré la peur. Quand ? Quoi ? Quand veux-tu te marier ? Demain si tu veux. Ou dans 1 an. Je m'en fiche. Tant que je sais que tu seras mienne. Pas trop vite. Je veux un vrai mariage. Avec nos proches. Avec du sens. Mais pas trop tard non plus. Nous avons déjà perdu assez de temps. » Ils se marièrent 6 mois plus tard, par un froid matin de décembre, dans une petite chapelle à la campagne. C'était une cérémonie intime,
seulement leurs amis les plus proches et quelques collègues qu'ils considéraient comme de la famille. Mathilde portait une robe simple mais élégante, ses cheveux détachés tombant en vagues sur ses épaules. Damien ne pouvait détacher ses yeux d'elle, émerveillé qu'elle soit vraiment à lui, que cette femme extraordinaire ait choisi de passer sa vie avec lui. Quand ils échangèrent leurs vœux, leurs voix tremblèrent d'émotion. Damien promit de l'aimer dans la santé et la maladie, dans la prospérité et l'adversité, jusqu'à ce que la mort les sépare. Mathilde promit de lui faire confiance, de construire avec lui un avenir basé non sur la peur mais sur l'amour, de le chérir chaque jour comme s'il était le dernier. Madame Levasseur pleura ouvertement, tout comme plusieurs autres collègues qui avaient observé leur transformation au fil des mois. Même Laurent Mercier, le directeur marketing qui avait autrefois regardé Mathilde avec convoitise, semblait sincèrement heureux pour eux. À la réception, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Damien murmura à l'oreille de Mathilde « Es-tu heureuse ? Plus que je ne l'ai jamais été. Et toi ? Je ne savais même pas que ce genre de bonheur existait. Moi non plus. » Ils continuèrent à danser, perdus l'un dans l'autre, conscients que tous les regards étaient sur eux mais n'en ayant cure. Ils avaient traversé tant d'épreuves pour arriver à ce moment. La solitude, la peur, la trahison, le deuil. Mais tout cela les avait menés ici, dans les bras l'un de l'autre, et cela en valait la peine. Les années qui suivirent furent remplies de défis et de triomphes. Valmont Industries prospéra sous leur direction conjointe, devenant l'une des entreprises les plus innovantes d'Europe. Ils voyagèrent ensemble, découvrant le monde non plus comme des workaholics fuyant leurs démons, mais comme deux personnes vivant pleinement chaque expérience. Ils eurent des disputes, bien sûr. Damien pouvait encore être trop possessif parfois, et Mathilde avait tendance à se surmener quand elle était stressée. Mais ils avaient appris à communiquer, à se pardonner, à grandir ensemble plutôt que de s'éloigner. 3 ans après leur mariage, Mathilde tomba enceinte. Ce fut une surprise, mais une surprise merveilleuse. Damien fut terrifié à l'idée de devenir père, craignant de ne pas être à la hauteur, mais Mathilde le rassura avec la patience et l'amour qu'elle lui avait toujours montré. Leur fille naquit par une douce soirée de printemps, avec des yeux gris-vert comme sa mère et un air sérieux qui rappelait déjà son père. Ils la nommèrent Claire, parce qu'elle avait apporté de la clarté dans leur vie, parce qu'elle était la preuve vivante qu'après l'obscurité vient toujours la lumière. Assis dans la chambre d'hôpital, tenant sa fille pour la première fois, Damien se souvint de l'homme qu'il avait été 4 ans auparavant, froid, isolé, convaincu qu'il était plus sûr de ne rien ressentir. Cet homme lui semblait maintenant un étranger. « À quoi penses-tu » demanda Mathilde depuis le lit, fatiguée mais radieuse. « Je pense à tout ce que j'aurais manqué si tu n'étais pas entré dans mon bureau ce jour-là. Tu serais probablement toujours riche et puissant. Oui, mais je serais mort à l'intérieur. Tu m'as ramené à la vie, Mathilde. Toi et maintenant elle. » Il regarda sa fille, ce petit être parfait qui dormait paisiblement dans ses bras, et sentit son cœur déborder d'un amour si intense qu'il en était presque douloureux. C'était exactement ce qu'il avait craint pendant toutes ces années, ressentir quelque chose si profondément que sa perte serait insupportable. Mais maintenant, il comprenait que c'était le prix de l'amour, et que c'était un prix qu'il était prêt à payer. « Je t'aime », dit-il à Mathilde. « Je vous aime toutes les deux plus que la vie elle-même. Nous t'aimons aussi. » Le soir, quand les visiteurs furent partis, et que Claire dormait dans son berceau transparent à côté du lit de Mathilde, Damien s'assit à la fenêtre et regarda Paris s'illuminer dans le crépuscule. Il pensa à tous les millionnaires du monde, à tous ces hommes puissants qui, comme lui, avaient construit des empires, mais oublié de vivre. Il pensa à l'homme qu'il avait été, si certain que le contrôle et la solitude étaient les clés du succès. Mais la vraie richesse, réalisa-t-il, n'était pas dans les comptes bancaires ou les propriétés immobilières. Elle était ici, dans cette chambre d'hôpital, dans le souffle régulier de sa femme endormie, dans les petits poings serrés de sa fille. Elle était dans chaque matin où il se réveillait à côté de Mathilde, dans chaque soir où ils rentraient ensemble dans leur appartement qui était vraiment un foyer. Il avait passé 9 ans à ne pas toucher de femme, construisant des murs toujours plus hauts autour de son cœur. Et puis Mathilde était arrivée, avec sa compétence professionnelle et sa vulnérabilité cachée, et elle avait fait tomber ses murs pierre par pierre. Elle l'avait charmé sans même essayer, simplement en étant elle-même, simplement en voyant en lui l'homme qu'il pouvait être, plutôt que celui qu'il était devenu. « Merci », murmura-t-il dans le silence de la chambre, ne sachant pas vraiment à qui il s'adressait. Au destin ? À l'univers ? À Dieu ? Peu importait. Il était reconnaissant, profondément.
viscéralement reconnaissant pour cette seconde chance à la vie, pour cette opportunité d'aimer et d'être aimé. Dehors, Paris continuait sa vie éternelle, indifférent aux petites révolutions personnelles qui se déroulaient dans ses hôpitaux, ses appartements, ses bureaux. Mais pour Damien Valmont, ancien millionnaire solitaire devenu mari et père, le monde avait changé irrémédiablement. Il avait appris la leçon la plus importante de sa vie, que la vraie richesse ne se mesure pas en euros ou en propriétés, mais en moments partagés, en sourires échangés, en mains tenues dans l'obscurité. Et alors que la nuit tombait sur la ville lumière, Damien sourit, sachant que demain il se réveillerait non pas seul dans une forteresse de verre et d'acier, mais entouré de sa famille, dans un foyer rempli d'amour. C'était tout ce dont il avait besoin. C'était tout ce qu'il avait toujours désiré sans savoir le nommer. La solitude n'était plus son refuge. L'amour l'était devenu, et c'était infiniment mieux.